Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du Laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. À l'occasion des 10 ans du Laboratoire de la mobilité inclusive, nous partons à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent et qui font bouger les lignes de la mobilité sur le terrain, dans les territoires. Après notre voyage dans le Nord-Pas-de-Calais avec Caravane, ce podcast nous emmène dans l'Yonne et plus précisément à Rozoy, à côté de Sens, chez Mobileco. Nous avons rencontré Patricia Flavien, la directrice de cette plateforme de mobilité très complète qui accompagne les personnes en insertion professionnelle avec des services de mobilité comme le transport solidaire, la location et la réparation de véhicules ou encore une auto-école. L'objectif chez Mobileco est de lever le plus possible le frein à la mobilité pour retrouver un emploi et plus globalement faciliter le retour à la vie sociale. Patricia m'a reçue dans le garage de Mobileco et ensemble nous avons parlé de leurs enjeux après 20 ans d'existence et de leurs actions pour accompagner les bénéficiaires vers une mobilité plus durable. Je vous souhaite une bonne rencontre avec Patricia Flavien et je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Patricia. Bonjour. Bienvenue sur Rencontre. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis me dire aussi où nous sommes ? Oui, bonjour, je suis Patricia Flavien, directrice de l'association Mobileco, plateforme de mobilité. Nous sommes dans l'Yonne, à Rozoy, au garage associatif. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est Mobileco ? Mobileco est une plateforme de mobilité du nord de l'Yonne avec des services de mobilité avec du transport, de la location de véhicules, un garage. Et puis nous avons une auto-école sociale. Et également, nous apportons du conseil en mobilité à des publics pour leur permettre d'accéder à une mobilité autonome. Mobileco, avec une offre de services aussi large, c'est combien de personnes pour faire fonctionner l'association ? Alors aujourd'hui, sur la partie qui est atelier, chantier d'insertion, tous les ans, on est agréé pour un certain nombre d'ETP. L'équivalent temps plein. Exactement. Donc 17,7. Ça fait passer, l'année dernière, on a passé 40 personnes et ça fait environ 25 postes sur l'association. Et puis, on a des permanents, environ une dizaine. Donc, on est 35 salariés. Environ, ça fluctue un peu parce que parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. C'est une vraie entreprise. Voilà, c'est une vraie entreprise avec des recettes, avec beaucoup de dépenses. Parce que la mobilité, pour nous aussi, ça coûte cher, hein. Pour le transport solidaire, par exemple ? Par exemple, oui, pour le transport solidaire, puisque on fait beaucoup de kilomètres. Vous faites combien de kilomètres par an ? Environ par véhicule 60 000 kilomètres. Donc là, l'année dernière, on ne devait pas être loin des 400 000 kilomètres. Donc ça veut dire beaucoup de carburant. Donc une grosse note, parce que l'année dernière, vraiment, ça a explosé. Et puis de l'entretien, évidemment, des assurances. C'est comme pour un particulier, hein, assurance, entretien, carburant. Et puis nous, on a des véhicules, malheureusement, qui sont vite obsolètes, hein, parce qu'on fait beaucoup de kilomètres. Donc plus ils vieillissent, plus c'est de l'entretien. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé à la base le garage. C'était pour cet entretien. On a environ 40 voitures à entretenir et autant de roues. Pourquoi vous avez ressenti le besoin au fur et à mesure de rajouter comme ça des briques et des services ? Alors on s'est rendu compte en transportant des personnes qu'on pouvait les transporter à vie. Puisqu'il fallait mettre en place des solutions qui leur permettent d'accéder au permis de conduire, par exemple. Oui, parce que ce que je comprends, c'est que les personnes qui ont accès à vos services sont des personnes dans des situations bien particulières. Peut-être vous pouvez m'en dire quelques mots ? Oui, effectivement, les publics, on les appelle les publics bénéficiaires de nos actions. Les publics sont envoyés uniquement par des prescripteurs, parce qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Donc ça va être Pôle emploi en priorité, hein, mais aussi les missions locales qui suivent les jeunes dans leur parcours, le conseil départemental dans le cadre de l'accompagnement des publics allocataires du RSA, et ensuite toutes les structures qui sont sociales, comme les CCAS des mairies, en particulier des mairies rurales, hein, et puis des partenaires plus larges qui peuvent être spécifiques sur le suivi judiciaire, par exemple, ou des jeunes qui sont suivis par la protection de l'enfance. Tous ces publics, au fur et à mesure des besoins, sont envoyés pour une demande. Et à partir de cette demande, bien, soit on répond à la demande effectivement tout de suite, et puis ensuite on essaye de construire avec elle la suite de son parcours de mobilité. Alors, est-ce que vous pouvez me faire le lien entre le besoin de mobilité et l'emploi ? Alors, le lien entre les deux, il peut être que le métier nécessite d'avoir le permis de conduire.
C'est le cas, par exemple, des auxiliaires de vie qui vont chez les personnes pour faire de l'aide à domicile. Ça peut être des personnes qui ont des métiers comme dans le bâtiment ou tous ces métiers qui nécessitent de se déplacer. Mais c'est aussi parce que j'habite dans le rural et que de toute façon, je n'ai pas accès à tous ces entreprises si je n'ai pas moi-même un moyen de me déplacer. Est-ce que vous avez peut-être une histoire, une petite histoire à nous raconter ou un souvenir? Là, vous fêtez vos 20 ans, donc j'imagine que des histoires, il y en a plein. Quand on a créé l'auto-école à Sens, donc on a rentré énormément de monde. C'était sur les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers de politique de la ville. Et donc on a rentré beaucoup de public, en particulier des femmes, et souvent seules avec enfants. Et on a eu des parcours parfois assez atypiques. Les personnes font parfois des parcours très longs, que ça soit au niveau du code comme de la conduite. Et on se souvient assez fréquemment de cette personne qui a passé son code, ma foi, assez facilement, mais qui pour la conduite a fait énormément d'heures. On était bien au-delà des 120 heures. Et que c'était compliqué, mais elle a réussi à passer son permis. Parallèlement, elle a fait tout un parcours autour de l'auxiliaire de vie sociale à domicile. Ensuite, elle a passé des concours, elle a fait une formation d'aide-soignante. Elle habitait Sens et elle a fait des stages jusqu'à Aubervilliers, donc avec son vélo, le temps qu'elle ait des moyens de déplacement. Et elle a eu son diplôme d'assistante sociale et aujourd'hui elle travaille au conseil départemental, elle a sa voiture, son permis, etc. Et elle a des enfants qui font de grandes études aussi et donc on était plutôt fiers, malgré les difficultés d'apprentissage, parce que la conduite c'est pas toujours facile. Je me souviens d'une personne qui n'était pas sortie de chez elle, qui habitait dans la campagne, mais qui n'était pas sortie depuis 3 à 4 ans de chez elle et qu'on a transportée pour aller à une formation pendant toute une année scolaire. Et cette personne a eu son diplôme et nous a remercié, a envoyé plein de remerciements parce que ça l'a sauvé de ce désert social. En même temps, il a eu son diplôme et ça l'a remis sur les rails, on va dire. Mais à chaque fois, c'est quelqu'un qui sort de l'anonymat et qui reprend vie, quoi. Au laboratoire de la mobilité inclusive, vous savez, on s'intéresse à la mobilité inclusive, sociale, mais aussi à la mobilité durable. Vous, avec Mobileco, quel lien vous faites entre mobilité durable et solidaire ? Alors en fait, depuis pas très longtemps, je dirais 2-3 ans, on essaye de s'intéresser plus à ce qui est durable. Donc, au niveau de notre parc, on essaye d'avoir ce virage. Donc, on a fait l'acquisition d'une voiture électrique. On a des scooters électriques aujourd'hui. On a des trottinettes électriques et des vélos électriques. D'accord, donc avec vraiment des véhicules, on va dire mobilité douce et durable. Exactement. Donc l'objectif, c'est de les avoir, de pouvoir les proposer. Alors nous, on est un territoire rural. Donc le but, c'est au moins de faire de la démonstration, de le montrer et de le faire essayer. De passer par cette étape. Parce qu'une fois que cette étape est franchie, en fait, les personnes tout de suite adhèrent. Parce qu'au premier lieu, quand vous dites scooter électrique ou voiture électrique, c'est quoi la réaction des bénéficiaires ? En fait, les personnes ne sont pas intéressées parce qu'elles ne connaissent pas. Nous, on a un public qui est assez éloigné de tout ça. Pour elles, elles ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, tant qu'elles n'ont pas essayé, elles n'adhèrent pas. Donc, le but, c'est vraiment d'aller vers l'essai en sachant qu'il y a des contraintes, que parfois il vaut mieux avoir quelque chose d'une maison indépendante pour brancher, pour recharger, avoir un endroit de stockage, pour contrôle vol. Donc tout ça, c'est aussi des contraintes qu'il faut, dont il faut s'occuper. Parce que quand les personnes louent chez vous un véhicule électrique, c'est quoi leur retour ? Eh bien, tout de suite, elles adhèrent. Tout de suite, elles ont envie de le garder. D'accord. Pourquoi ? Et parce que c'est d'une simplicité énorme, il n'y a pas d'entretien, ça démarre tout le temps, c'est silencieux, c'est maniable, on ne les revoit pas du tout au garage pour des pannes, donc pour nous aussi c'est un plus. C'est tout bénéfice pour les deux parties. J'imagine que
le coût aussi n'est pas le même entre, si je prends un scooter électrique, entre un plein d'essence et puis une recharge électrique pour faire 100 km. Oui, c'est beaucoup moins cher, évidemment. Même si le coût d'un scooter n'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que ça baisse la facture au moins par 2, quoi, hein. Donc, pour eux, c'est un vrai bénéfice, une vraie maniabilité. Et puis, ils ont la possibilité chez nous, comme on est revendeur aussi de la marque, d'essayer de leur proposer un achat. Et c'est là que les difficultés se rencontrent beaucoup, hein, puisque les budgets et les moyens des personnes qu'on touche se restreint énormément. Donc l'accès au microcrédit, par exemple, devient plus compliqué. Aujourd'hui, c'est quoi vos difficultés et vos défis ? Alors nos défis aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à l'accès à l'autonomie en achetant ou en réparant un véhicule que les personnes ont. Parce qu'ils ont des moyens et des pouvoirs d'achat qui étaient déjà assez faibles et qui se restreignent énormément. Jusqu'à maintenant, on pouvait avoir accès à des aides ou à du microcrédit. Et même le microcrédit qui leur est réservé normalement, hein, puisque c'est des conditions particulières, eh bien, on a des difficultés parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Ils ont eu des incidents, ou voilà. Donc, ça reste très compliqué. Ou alors, ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire les moyens qui leur restent une fois qu'ils ont payé leur charge, est trop bas, est déjà très restreint et il ne permet pas l'accès à un microcrédit. Et la même chose pour la réparation. On fait des diagnostics et des devis, et souvent, on ne va pas jusqu'à la réparation parce qu'ils n'ont pas les moyens de réparer leur véhicule. Donc, on cherche plein de solutions pour arriver à faire prendre en charge la grosse partie des pièces détachées, par exemple, qui a augmenté entre 25 et 35-40% parfois par rapport à l'année dernière. Et du coup, ils louent sur des longues durées. On disait tout à l'heure, ça doit être une étape. Eh bien, cette étape devient de plus en plus longue. Les personnes vont louer, donc tous les mois, ils payent. Ils payent Mobileco sur une somme qui est quand même conséquente, hein. C'est quoi à peu près Alors, une voiture, c'est 150 € par mois. Oui, donc c'est quand donc même c'est conséquent. pas rien. Un scooter, 80, par exemple. Donc, tous les mois, les gens vont régler cette somme. Mais pour la même somme, eh ben, on n'arrive pas à leur faire accéder au microcrédit. Pour franchir ces étapes-là, est-ce que vous travaillez avec, je sais pas, des organismes, d'autres associations, les pouvoirs publics ? On essaye de créer des liens. On essaye d'avoir des liens plus par rapport à l'État. On essaye d'avoir des aides de la CAF ou de la CPAM ou de la MSA. Voilà, toutes les aides qui pourraient découler des grandes structures, hein. Après, ça peut être des aides sur la Croix-Rouge ou le Secours populaire ou des choses comme ça. Mais ça reste très ponctuel. Il nous faudrait quelque chose de beaucoup plus régulier. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Et puis avec un autre consortium qu'on a créé, on est aussi en train de travailler sur de la micro-épargne solidaire. Donc une sorte de, on va dire, je mets un petit peu d'argent de côté pendant 6 mois et j'ai un projet de réparation ou d'achat. Et on aimerait... on va abonder, ce qu'on appelle abonder. La personne va, par exemple, mettre de côté 30 € par mois sur un compte. Et puis, on va lui donner 240 € à la fin si tout s'est bien passé, qu'elle a bien donné ses 30 €. Et avec ce petit capital, on pense que ça sera aussi un levier pour aller un petit peu plus loin. C'est aussi un accompagnement à une bonne gestion financière. Voilà, c'est ça. Parce que dans le cadre de notre activité d'atelier chantier d'insertion, on a des publics sur des contrats particuliers qu'on doit accompagner, en particulier vers l'emploi, mais en réglant des difficultés qui sont souvent d'ordre aussi financière. Et donc l'accompagnement au budget, c'est aussi le nœud de la mobilité. On parlait de reste à vivre. On a eu des personnes avec des moins de 2 ou 3 € par personne par jour pour vivre. Donc on comprend bien que là, c'est pas possible. Qu'il faut travailler sur autre chose avant. Et la mobilité, ça coûte cher au quotidien. Donc il faut prévoir l'assurance, le carburant, l'entretien. Donc tout ça, c'est des choses qu'on travaille. Patricia, j'ai une dernière question. Le laboratoire de la mobilité inclusive fête ses 10 ans. Mobileco fête ses 20 ans. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, 20 ans ou 10 ans d'action en faveur de la mobilité inclusive ? Alors en fait, il y a 20 ans, la mobilité, on savait que c'était un frein à l'insertion professionnelle, mais c'était assez marginal.
Depuis 3-4 ans, on est rentré vraiment dans le cœur du sujet. Après, avec des événements qui ont lieu, qui ont fait qu'on a mis en avant les difficultés rencontrées dans la ruralité et dans l'accès à la formation et à l'emploi. C'est beaucoup d'engagement avant pour en parler, pour le faire reconnaître, pour mettre des actions en place. Mais la vraie, on va dire la mobilité aujourd'hui, c'est devenu un axe complètement transversal à toutes les activités, que ce soit au niveau de l'État quand il envoie ses appels à projets, comme dans les entreprises où la mobilité est devenue aussi important pour le recrutement et le maintien en poste des salariés. Parce que ça a un coût et qu'il faut y penser. Donc je dois dire qu'on est plutôt content. Je pense qu'avec le laboratoire de la mobilité inclusive, cette mise en avant, pour nous, c'est un gage de sérieux de tout ce qui s'est passé avant et qu'on a pu travailler. Maintenant, tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant. Il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail et beaucoup d'idées. C'est ça qui est... C'est génial. C'est aussi intéressant. C'est génial. Voilà, le garage itinérant, par exemple, c'est des choses qu'on voudrait continuer à faire. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette aventure ? Beaucoup d'innovation, beaucoup d'engagement, puisqu'il faut parler à tout le monde. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, tout est possible dans la mobilité. Et on voit des évolutions qu'on n'envisageait même pas il y a 20 ans. Parler d'électrique il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi. Et dans le rural et avec nos publics. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rencontre. Avec l'équipe du laboratoire de la mobilité inclusive, nous voulions vous partager ce qui nous a particulièrement marqué dans cette rencontre avec Patricia Flavien. La première chose qui nous a marqué est bien sûr la complétude de l'offre de services de Mobileco, qui traduit la vraie diversité des besoins en matière de mobilité inclusive. Tout commence par le permis de conduire, mais une fois qu'il est en poche, il faut s'acheter une voiture, la choisir, la financer, l'entretenir et la réparer. Lors de notre rencontre, Patricia m'expliquait à quel point le fil de la mobilité est fragile, alors qu'on sait que la mobilité est un maillon essentiel à la vie sociale et économique. Ensuite, pour ce podcast sur la mobilité inclusive et durable, nous étions très intéressés par le témoignage de Patricia sur les véhicules électriques. Les thèses que nous avons explorées dans les différents travaux du groupe de travail Inclusion et Transition du laboratoire de la mobilité inclusive prennent vie à Rozoy. La mobilité électrique est intéressante pour les usages du quotidien, même dans des zones rurales, à certaines conditions. La facilité d'utilisation et d'entretien sont de vrais atouts, mais le prix d'achat reste le gros point noir de cette mobilité. Enfin, ce que nous retenons aussi, c'est que tous les acteurs de l'inclusion sociale travaillent et réfléchissent ensemble au sujet de la mobilité. Mobileco est en relation avec de nombreux acteurs pour imaginer des solutions toujours plus innovantes afin d'accompagner les publics isolés et éloignés de la mobilité. La dernière innovation dont Patricia nous parlait, c'est la micro-épargne et l'aide à la gestion d'un budget. Voilà, s'il reste encore beaucoup de travail à faire, ces rencontres nous rendent optimistes et nous donnent envie d'avancer pour rendre la mobilité de demain toujours plus inclusive et durable. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode de Rencontre, qui donnera la parole cette fois à Kevin et Souliman, deux bénéficiaires des services de Mobileco. À très bientôt!